l'extrême violence de la guerre à la drogue au Mexique, mais un autre problème qui gangrène ce pays, c'est la collusion et la corruption entre les groupes de narcotrafiquants et les autorités. Et c'est ce qui a éclaté au grand jour avec l'enlèvement de 43 étudiants le 26 septembre dernier à Iguala, dans l'État de Guerrero. Alors imaginez, la police les a donnés à des narcotrafiquants et depuis, malgré certains témoignages, on est toujours sans preuve, on se demande toujours qu'est-ce qu'il est advenu, que sont devenus ces 43 étudiants. La population mexicaine indignée manifeste en grande 2 mois toujours après les événements. Donc, Iguala pourrait-elle être l'affaire de trop pour la corruption au Mexique? Je pose la question aujourd'hui à Patricia Martin, qui est professeure de géographie, qui a été directrice de la chaire d'études sur le Mexique contemporain affiliée au Cerium. Bonjour. Bonjour. Donc, la corruption au Mexique, ce n'est pas nouveau. Les Mexicains sont au courant, le critiquent. Pourquoi, cette fois-ci, ce cas-là suscite à ce point l'indignation? Je crois que ce qui est important, c'est que ça met ensemble 2 courants, ou 2 types de violence. Donc, à la fois, on parle d'une violence qui est liée au narcotrafic, c'est clair que c'était très grave au pays, mais en même temps, les personnes qui étaient ciblées par cette violence, c'était des étudiants dans une école de formation professionnelle pour devenir professeurs. Et ce sont des étudiants qui étaient aussi engagés dans des luttes politiques, etc. Donc, c'était clair qu'il y avait aussi un caractère politique à ces enlèvements. OK. Donc, le gouvernement, c'est une façon de réprimer la dissidence politique. C'est ça qu'on doit voir. S'il y a collusion avec les autorités, ce serait le motif de cette arrestation et de cette Je crois qu'encore exactement les motifs ne sont pas clairs, mais je crois qu'à la fois, il faut vraiment reconnaître que les étudiants qui sont formés dans les écoles rurales normales au Mexique, depuis plusieurs décennies maintenant, sont devenus criminalisés, si vous voulez, parce qu'ils sont vus comme des menaces à cause de leur engagement avec les populations paysannes et aussi autochtones. Donc, et cette criminalisation fait en sorte que ça devient plus facile de les tuer, soit par les narcotrafiquants, soit par le gouvernement. Il reste que là, c'est une collusion entre les deux qui est suspectée. Ouais, c'est ça qui indigne donc finalement la population mexicaine. Et est-ce qu'il y a d'autres cas comme ça dans l'histoire qu'on aurait peut-être oublié, peut-être récentes ou plus lointaines, ou est-ce que c'est le signe d'une recrudescence, d'une augmentation de ce type de violence ou de la répression de la part du gouvernement? Bien, écoutez, je crois qu'avec ce cas-là, on peut faire toutes sortes de liens avec des autres événements violents dans l'histoire du Mexique, notamment donc les étudiants se préparaient pour aller à Mexico pour participer dans une commémoration de le massacre en 68. Donc déjà, on peut faire un lien direct avec ça. Si on regarde dans l'histoire de l'État de Guerrero, dans les années 70, il y avait une vraie guerre sale qui a été menée par le gouvernement contre à la fois des groupes armés clandestins, mais aussi une mobilisation plus large. Donc, et ça était toujours, ce genre de violence se fait de manière toujours dans ce que j'appellerais des zones grises, c'est-à-dire on utilise assez souvent des groupes non formels pour... Comme les narcotrafiquants. Comme les narcotrafiquants, ça pourrait être aussi des paramilitaires. Dans les universités, assez souvent, on infiltre les groupes des étudiants avec des groupes qui s'appellent los porros. Et ils jouent le même rôle d'inciter, d'infiltrer les groupes et de commettre des actes de violence. Si on en vient à la corruption, à la collusion, Vicente Fox, président qui est arrivé en 2000, avait déjà fait de la lutte à la corruption un enjeu. Felipe Calderón avait fait la même chose en arrivant en 2006 avec la lutte aux narcotrafiquants, entre autres. Alors, on soupçonnait que c'était pour briser certains liens aussi. Et puis, là, on n'arrive toujours pas finalement à briser ce cycle de collusion, malgré les intentions et ce qu'a fait le gouvernement. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de briser ce cycle-là? Cette dynamique-là. C'est une question très difficile à répondre, mais je crois que depuis 2000, donc quand le PRI a perdu la présidente... Le Parti révolutionnaire qui a été là pendant 71 ans, il faut le dire. C'est ça, exactement. On voit aussi une
désintégration un peu de l'hégémonie du prix comme pouvoir, qui en quelque sorte, je crois, était capable de garder certaines limites sur des questions de violence. Garder le contrôle. Garder un peu le contrôle. Donc, il y avait toujours de corruption, il y avait toujours de narcotrafic, ça c'est sûr. Et puis, même dans les années 50, on peut faire des liens entre le gouvernement et le narcotrafic. Mais avec la transition démocratique, ça crée une situation où, des fois, les narcotrafiquants ont besoin de payer plus de gens pour avoir accès. Donc, ça crée des vides de contrôle. Des fois, donc, on ne sait pas exactement, des fois, c'est qui contrôle un certain territoire. Et je crois que ça se trouve à plusieurs échelles de la nation. D'accord. Là, Enrique Peña Nieto, le président actuel, enfin, qui est là depuis 2012, a été, somme toute, un habile réformateur jusqu'à maintenant, a réussi à faire des réformes en fiscalité, éducation, énergie, des secteurs très difficiles à réformer au Mexique. Il a réussi à faire ça jusqu'à maintenant. Il est du Parti révolutionnaire institutionnel qui est revenu au pouvoir. Est-ce qu'il ne pourrait pas être le président qui va réussir à briser davantage, à changer cette dynamique-là? Est-ce qu'on peut avoir espoir en ce président? Moi, je n'ai pas beaucoup d'espoir. Non. Mais parce que lui-même, avant d'être président, il était gouverneur de l'État de Puebla. Et au sud de Mexico. Exact. Puis là, on a vu des éléments aussi de violence, etc., sous sa gouverne. Donc, puis il y a beaucoup de gens qui soupçonnent qu'il y avait beaucoup de corruption pendant les élections. Donc, son arrivée au pouvoir, ce n'était pas surprenant, mais c'était très contesté. Oui. Bien, cette histoire-là de l'enlèvement n'est pas terminée. On n'en connaît toujours pas le fin mot et la corruption, c'est probablement pas la fin non plus. On aura à suivre ça. Patricia Martin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.